Bienvenue dans The Big Shift, Benjamin. Enchanté. Enchanté, gros plaisir de t'avoir sur le podcast. On s'est rencontrés grâce à Valentin Lautier qui est passé sur le podcast il y a quelques mois. Et donc ravi de parler avec toi de solaire et de solaire résidentiel. On avait fait l'épisode 119 avec Damien Salel sur comprendre l'énergie photovoltaïque et l'électricité. Là, on va parler spécifiquement du résidentiel et de est-ce que c'est une bonne idée en gros de mettre des panneaux solaires chez soi. Aujourd'hui, les pubs, elles nous promettent de l'autonomie, des économies, le geste en plus pour la planète. Sauf que y a quand même beaucoup d'arnaques sur ce marché. Il y a une qualité qui n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Il y a des promesses commerciales qui sont très jolies. Voilà, donc il y a des vraies questions auxquelles c'est difficile de répondre. J'ai posé quelques questions à mon audience pour savoir un peu quels étaient leurs questionnements sur ce sujet avant qu'on enregistre. Et il y en a quand même beaucoup qui reviennent qui sont peut-être des incompréhensions sur le secteur, sur qu'est-ce que ça veut dire l'autoconsommation. Est-ce que je peux consommer ma propre électricité ou est-ce que je suis obligé de la vendre sur le réseau? À combien? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Combien ça coûte l'installation? Est-ce que j'ai un abonnement? Est-ce que ça va me coûter de l'argent pendant 20 ans ou est-ce que en fait, je vais être rentable au bout d'un certain temps? Donc voilà, c'est assez compliqué comme sujet. Et l'idée là, c'est d'être avec Benjamin pour pouvoir éclaircir tout ça et savoir si c'est une bonne idée pour vous d'avoir des panneaux solaires dès demain. Alors, Benjamin, écoute, pour commencer, je te propose de te présenter rapidement et de me présenter surtout pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui, pourquoi c'est avec toi qu'on parle de ce sujet. Écoute, merci de ton accueil et de cette invitation. Donc, je suis Benjamin Barnatan, un des cofondateurs de Solarock, entreprise à mission qui est experte sur l'autoconsommation solaire, à savoir donc la possibilité pour les particuliers et le tertiaire de pouvoir consommer leur propre énergie et de pouvoir économiser et valoriser leurs biens immobiliers. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Solarock? On installe des panneaux solaires, des batteries et une technologie qui va vous permettre d'optimiser la quantité d'énergie produite. Et puis je suis là pour te parler de solaire, pour te parler un petit peu de Solarock et puis de comment on voit ce marché en pleine explosion et pour lequel on pense qu'il a de belles heures devant lui. Alors, marché en pleine explosion. En 2025, on en est où? J'ai fait un point en 2022 ou 2023 avec Damien. Je ne sais plus quelle date c'était, mais en gros, c'était pendant la COP28. On parlait d'augmenter les capacités d'installation x3 entre 2025 et 2030. On disait que le solaire était l'énergie qui avait le plus progressé dans le monde sur 3 ans, que ça dépassait de très loin les installations éoliennes, les installations nucléaires et autres. Où est-ce qu'on en est en 2025, surtout sur le résidentiel? Est-ce que les gens continuent de s'équiper de panneaux solaires? Est-ce que ça ralentit avec notamment la guerre en Ukraine, avec la crise des ressources et des matériaux, surtout les crises minières? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les panneaux solaires sont toujours de moins en moins chers? Pour contextualiser, je vais te parler de solaire résidentiel. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un marché colossal. Tu as à peu près 600 000 foyers qui sont équipés en France. Tu en as 13 millions qui sont compatibles au solaire. Ça veut dire quoi, compatible au solaire? Alors, compatible au solaire, ça veut dire qu'ils ont une toiture qui peut accueillir du photovoltaïque bien exposé et surtout des gens qui sont dans des zones qui peuvent accueillir du photovoltaïque, donc qui ne sont pas architectes bâtiments de France et des propriétaires immobiliers. Donc, c'est un marché aujourd'hui qui a entre 3 et 4% de taux de pénétration, qui grossit de 30 à 40%. Ça veut dire que 3 ou 4% de pénétration, c'est quoi? C'est-à-dire 3 à 4% de pénétration sur le marché compatible. Donc là, tu as 600 000 foyers équipés sur à peu près 13 millions de foyers compatibles. Et donc, c'est un marché qui, en France, sur le résidentiel, a bien du retard par rapport à nos voisins européens. Et surtout, tu as une progression aujourd'hui, pour répondre à ta question, tu as à peu près 200 000 foyers qui se raccordent au réseau par an. Donc, c'est un marché qui continue à croître de 30 à 40%. Il a légèrement ralenti cette année parce qu'il y a eu des petites turbulences, des changements réglementaires. Mais on voit bien que le trend est toujours là, que la croissance est exponentielle. Et puis surtout, tu as deux... on va dire, méga trends importantes qui sont, l'augmentation du prix de l'électricité qui continue. Donc, le prix au kilowattheure continue d'augmenter. D'ailleurs, il prévoit d'augmenter de 15% à partir de janvier 2026. Et tu as une chute phénoménale du prix des matériaux
qui a pris quasiment moins 80% là, en 10 ans. Et en fait, ces deux éléments ensemble font que l'équation du photovoltaïque est devenue plus que jamais rentable pour le particulier. On va le voir sous quelles conditions et comment. Mais on va dire que les indicateurs sont toujours là d'un marché en croissance et qui est attendu d'ici 2050 de faire x5, entre x5 et x7. Ouais. Ok, énorme quoi. Ouais. Où est-ce qu'on en est par rapport à nos voisins ? Est-ce que du coup... alors, on sait qu'en France, on dit très souvent « oui, mais nous, on a le nucléaire ». De fait, on a 75% de l'électricité française qui vient du nucléaire, qui est une énergie pilotable, qui est relativement peu chère. Où est-ce qu'on en est par rapport à d'autres voisins qui n'ont pas eu ça pour plus ou moins freiner en fait, le développement du solaire ? Ouais, c'est une bonne question. Pour te donner un ordre d'idée, le prix au kilowattheure en France l'an passé était au niveau du prix au kilowattheure en Allemagne en 2016. Donc, c'est intéressant. Donc, on a un gros avantage là-dessus. Voilà, gros avantage. Si tu places d'un point de vue effectivement consommateur, tu as une énergie peu chère en France en raison de notre dépendance au nucléaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le prix au kilowattheure en Allemagne n'a fait qu'augmenter. Et surtout, 2016, c'est le moment où il y a eu les premiers opérateurs du solaire qui ont émergé et les futures licornes d'aujourd'hui, comme des boîtes comme Enpal ou autres. Donc, c'est aussi sur ce constat-là que nous, Solarrock et d'autres, on s'est lancé parce qu'en fait, tu as un timing de marché où on voit cette augmentation du prix au kilowattheure. Donc, pour répondre à ta question, on a pas mal de retard par rapport à nos voisins européens, que ce soit les pays scandinaves, les Allemands ou même l'Europe du Sud. Si tu parles de pénétration de marché, comme tu le disais, là, nous, on est à 3-4%. Tu sais un peu les chiffres en Allemagne, c'est 3 à 4 fois plus de pénétration. Les pays scandinaves, ça veut un dire peu moins. Plus de 10% des gens qui peuvent être équipés le sont. Oui, absolument. Si tu vas en Allemagne, tu lèves la tête au ciel, dans n'importe quel patelin, tu verras que les gens sont équipés et que en Allemagne, tu es plutôt un plouc quand tu mets pas de photovoltaïque. Là où en France, tu es un Illuminati ou quelqu'un qui est un peu avant-gardiste. Donc effectivement, on se place différemment dans l'échelle et c'est un de nos enjeux aussi, c'est de démystifier, de montrer que ça marche. Mais effectivement, on a pas mal de retard en France en raison, on va dire, de cette puissance des grands groupes énergéticiens et de la culture du nucléaire. Aussi du fait d'un contexte réglementaire où il y a eu pas mal d'aides en fait, qui ont été mal comprises, mal expliquées. Il y a une complexité administrative qui s'est créée en France. Et en fait, force est de constater que sur tous ces leviers-là, petit à petit, c'est en train de s'améliorer. Les aides disparaissent et nous, on pense que c'est positif parce que du coup, en fait, tu n'as plus toute cette vague de margoulins ou autres qui promettaient, tu vois... Ok, on va reparler, mais du coup, a priori, c'est à peu près fini, ça. Ouais, c'est à peu près fini et c'est comme ça aujourd'hui que ça permet de pouvoir se développer de manière saine. Ouais. Ok. À qui est-ce que ça s'adresse, le solaire ? Donc, tu disais qu'il y a à peu près 12 millions de foyers qui peuvent être potentiellement équipés. C'est qui ces 12 millions ? Donc, tu parlais d'orientation de toiture, de zone géographique ou pas trop la zone géographique. Est-ce qu'on peut faire du solaire partout ? C'est qui ? Écoute, très bonne question. Le solaire, ça s'adresse à tout le monde en réalité. Ou que tu sois un foyer populaire moyen pour qui la facture d'électricité augmente ou que tu sois un foyer un peu plus aisé qui a des grosses factures d'électricité. Donc, nous, on le voit aujourd'hui dans nos clients, on adresse tout type de public. Encore une fois, des gens qui voient la facture augmenter, qui n'en peuvent plus et qui se rendent bien compte que c'est une manière de baisser dès le moins 1 la facture, et d'autres publics qui sont plus dans une logique de rentabilité, on va dire de valoriser le patrimoine immobilier et vraiment de logique financière d'investissement, puisqu'on parle aussi de TRI. Donc ensuite, on peut faire du solaire partout en France et effectivement, que tu sois dans le nord, dans le sud, dans l'est ou l'ouest, le solaire, le concept c'est le même, hein. Donc tu produis ton énergie, un onduleur va te permettre de convertir cette énergie qui va alimenter ta consommation. Tu vas faire ce qu'on appelle l'autoconsommation, donc ça c'est sur la quantité d'énergie que tu produis, combien tu vas autoconsommer en fait pour ta propre consommation, et tout ce que tu ne consommes pas, tu le revends ou tu le stockes. Et effectivement, nous chez Solarrock par exemple, on est présent essentiellement dans le nord, les Hauts-de-France, l'Île-de-France,
la Seine-Maritime, et on est on va dire tout autant pertinent. Il y a un peu moins évidemment de productibles, puisque quand tu es au nord, tu produis un peu moins que dans le sud, donc la puissance que tu installes produit moins. Mais après, tu as aussi un peu moins de consommation, donc tu vois, dans tout ça, en fait, tu arrives à avoir une équation de rentabilité. Il y a un peu moins de consommation. Pourquoi il y a un peu moins de consommation Tu peux avoir plus de consommation dans le sud quand tu as plus de clim, plus avec la clim, oui. Effectivement. Okay. Donc, après, voilà, globalement, on va en parler, mais tu as des rentabilités qui varient en fonction de ta toiture, de ton exposition, de ta consommation électrique. Et c'est tous ces éléments-là qu'on vient analyser justement avec des études de productibles qui sont basées sur tes données réelles. Parce que tout l'enjeu, c'est vraiment de comprendre ta consommation à l'instant T et dans les prochaines années. Ok. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels c'est pas du tout pertinent, là, pour savoir s'il y a des auditeurs où ils se disent est-ce que c'est pour moi qu'ils puissent couper l'épisode maintenant et se dire c'est bon, vous pouvez y aller, c'est pas pour vous. Je pense que c'est un sujet de société, donc personne ne doit couper le podcast, mais plus sérieusement, effectivement, si tu n'as pas du tout de consommation électrique, on va parler en kilowattheure, donc si tu es sur une consommation inférieure à 3-4 000 kilowattheures par an, effectivement, le photovoltaïque va être peu pertinent pour toi. Tu vas peu économiser, tu vas mettre longtemps à le rentabiliser. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, ça correspond quoi? C'est un foyer avec 2 personnes dans une petite maison et sans voiture et avec... qui est chauffé, par exemple, au gaz. Et qui est chauffé sans électricité. Et qui a peu électrifié, on va dire, ses équipements. Ses usages, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'électrifient de plus en plus. On attend quand même une électrification massive d'ici 2030. Alors, ça tarde parfois à venir, certains le disent, mais nous, on voit que, on va dire, les clients, les particuliers à qui on parle, aujourd'hui, ils ont plus de projets d'électrification que même pour ceux, tu vois, à qui on s'adresse, qui sont à 4-5 000 kWh, ils ont tous des projets où ils vont s'électrifier. Donc ça, c'est premièrement le type de public à qui c'est moins pertinent. Et puis après, effectivement, en termes d'inclinaison, il faut pas si tu as une toiture qui est exposée plein nord, typiquement ça fait partie des éléments différenciants. Un installateur qui vient vous installer au nord, c'est pas recommandé, donc c'est il y a peut-être un problème de confiance, quoi. C'est même pas légal, donc là il y a un problème de confiance. C'est pas légal d'installer panneaux en fait au nord. Tu peux perdre tes certifications RGE et autres, puisque on est contrôlé dans notre activité d'installateur. On a régulièrement le consuel qui passe pour vérifier la conformité de ce qu'on a vendu, installé. Et effectivement, ça fait partie des choses qui te font perdre tes labels. Donc voilà, globalement, la consommation, l'inclinaison de ta toiture et surtout le type de toiture. Tu vois, il y a des toitures sur lesquelles qui sont pas avec des charpentes en bois ou autres, qui ont des structures métalliques où c'est plus compliqué d'installer, quoi. On va peut-être pas mal parler de kilowattheures de consommation, puisqu'on parle de panneaux. On va parler de kilowatts, donc ça veut dire de puissance, éventuellement de kilowatts crête, donc ça veut dire la puissance maximale potentielle d'une installation solaire. Tous ces éléments-là, si vous n'êtes pas très à l'aise et que vous ne savez pas combien vous consommez tous les ans, vous pouvez télécharger l'application Hellowatt, c'est gratuit. Ça vous permet de matcher votre abonnement électrique, votre abonnement gaz, etc. avec l'application, de les connecter, de savoir tout ce que vous consommez chaque jour. Et si vous ne savez pas comment faire, on a enregistré un épisode avec le fondateur de Hellowatt, Sylvain Lefayère. Et donc, n'hésitez vraiment pas à télécharger cette application qui marche super bien. J'utilise au quotidien pour savoir ce qui me prend le plus d'énergie. Chez moi, c'est le ballon d'eau chaude électrique. Et voilà, donc si vous ne savez pas trop comprendre les ordres de grandeur de votre consommation électrique, c'est assez intéressant d'avoir ça en tête. C'est quoi l'autoconsommation? On en a un peu parlé là. Et parmi les questions de mes auditeurs à qui j'en ai posé sur les réseaux sociaux, c'était on me disait que l'autoconsommation était interdite. Ça veut dire j'ai pas le droit de consommer ma propre électricité, je suis obligé de la revendre. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? C'est quoi l'autoconsommation? Est-ce qu'il y a des informations qui sont un peu fausses là dans ce qu'on vient de dire? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? Ok, bon écoute, c'est cool, il y a plein de choses à démystifier. Donc l'autoconsommation, c'est effectivement un concept clé quand tu fais de l'énergie solaire aujourd'hui. Donc l'autoconsommation, c'est en fait sur la quantité d'énergie que tu produis avec tes panneaux, combien va être utilisé pour la consommation de tes propres équipements. D'accord? Donc autrement dit, sur on va dire tous les kilowattheures que tu produis, combien vont être réutilisés pour ta propre consommation à l'instant T, sachant qu'effectivement, tout ce qui ne va pas être consommé va être
soit stocké, soit revendu. Donc, l'autoconsommation, finalement, c'est un indicateur qui te permet de dire que c'est tous les kilowattheures que tu ne rachètes plus au réseau. Donc, c'est pour ça que c'est un indicateur clé de performance ou de rentabilité, parce que tu cherches à le maximiser, effectivement, parce que c'est un rapport derrière avec le dimensionnement, combien de panneaux tu installes, et est-ce que ton installation, elle est suffisamment bien dimensionnée. Ensuite, l'autoconsommation, c'est le concept clé dans le solaire, et déjà, pour tout de suite mettre fin à cette idée qui s'est propagée, on n'est pas du tout aujourd'hui obligé de revendre son énergie. Il y a des gens qui souhaitent uniquement autoconsommer sans revendre le surplus. Alors, libre à eux de le faire, c'est quand même une perte de reliquat financier, puisque en fait, si tu souhaites le revendre, en fait, tu vas devoir te raccorder au réseau. Alors, tu dois être raccordé au réseau, quoi qu'il arrive. Ça, c'est obligatoire d'être raccordé au réseau. Autoconsommation, ça ne veut pas dire indépendance énergétique totale. Vous êtes forcément raccordé au réseau électrique. Absolument. On est forcément raccordé au réseau, mais on n'est pas obligé de revendre. En revanche, si tu souhaites revendre, là, tu vas faire appel à un installateur certifié qui va justement pouvoir te permettre de revendre ce surplus à des tarifs fixes qui sont régis par ce qu'on appelle EDF, obligation d'achat. EDF-OA, oui. EDF-OA, et tout l'enjeu de ces dernières années, c'est que les tarifs de rachat diminuent de manière importante, favorisant justement le stockage et le pilotage de cette énergie avec des nouvelles solutions qu'on appelle EMS, Energy Management System. Donc, moi, ce que je comprends là, du coup, c'est que ce fameux on est obligé de revendre notre électricité. En fait, peut-être que ça a été compris dans l'autre sens. C'est plutôt EDF, si vous avez envie de le revendre, il est obligé de l'acheter. C'est plutôt dans ce sens-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a un contrat entre EDF-OA, EDF obligation d'achat, et vous, où à chaque fois que toute l'énergie, enfin toute l'électricité que vous avez produite, mais que vous n'avez pas consommée parce que vous ne pouvez pas la stocker, donc ça veut dire que tout ce qui est produit à un moment T, mais que vous n'utilisez pas, ça revient sur le réseau à un tarif, mais du coup, tu dis qui est inférieur au tarif d'achat de ton électricité si elle vient du réseau. Donc ça veut dire que tu vends moins cher au réseau que ce que tu achèterais au réseau. Absolument. Donc aujourd'hui, tu vas être entre 20 centimes et 25 centimes le kilowattheure selon ton abonnement, si tu es en heure creuse, heure pleine, ce genre de choses. Exactement. Et en fait, quand tu revends ce surplus à EDF-OA, selon évidemment la puissance de ton installation, mais pour les petites puissances inférieures à 9 kW crête, donc 18 panneaux, qui est un petit peu un indicateur, tu vois. Dans le résidentiel, clé dans le résidentiel, max, tu vas être à peu près à 4 centimes aujourd'hui de rachat. D'accord. Donc, tu vois, il y a une perte très importante entre tu achètes à 20, tu revends à 4, d'où cette idée d'aller de plus en plus vers du stockage, les solutions de stockage sous forme de batterie physique ou batterie virtuelle, on pourra en reparler, et surtout d'aller ajouter des systèmes de pilotage intelligent de ton énergie avec des EMS pour pouvoir optimiser ton autoconsommation. Donc vraiment, c'est vrai que l'autoconsommation, c'est pour ça que nous, chez SolarRock, on se définit comme un expert de l'autoconsommation solaire, parce que c'est la clé aujourd'hui de n'importe quelle installation réussie. Quand vous installez du coup un système, vous recommandez l'installation d'une batterie à chaque fois ? Ouais, aujourd'hui, donc nous, on a un peu moins de 2 ans chez SolarRock. On a vu vraiment l'évolution du marché où nos premières installations. Ça a dû bien évoluer parce que le montant des 4 centimes, moi, je ne l'avais pas du tout en tête et j'étais resté sur 13 ou 14 centimes. Ça a changé récemment, et je crois que... justement. Et c'est marrant parce que moi, je vois les premiers clients qu'on a installés ou à qui enfin voilà, c'est un petit monde, le photovoltaïque. Il y a pas mal d'experts, mais tout le monde savait que globalement l'État était en train de grignoter sur ses tarifs de rachat. Donc on le disait aux gens, allez-y, équipez-vous vite parce que c'est assez exceptionnel, 13 centimes, vous allez voir que ça va être divisé. Nous, on pense que ça va même disparaître. Mais donc on a vu entre les premières installations où effectivement les gens qu'on a installés, tu vois, fin 2023, ont des tarifs à 13 centimes. Aujourd'hui, les gens qui décident de revendre, c'est 4 centimes. Donc, ça reste rien du tout, d'ailleurs. C'est marrant parce que je viens de me rendre compte que la donnée où je disais 13 à 14 centimes, elle vient de ChatGPT. Il me disait tarif actuel pour octobre 2025. Et je ne l'ai juste pas remis en compte. Remis en cause. Et de fait, quand j'utilise ChatGPT pour m'aider à préparer mes épisodes, a priori, c'est pas toujours juste, surtout sur de la data. Je ferai plus attention la prochaine fois.
Bon, après, pour te rassurer, ça change tous les trimestres. Même ChatGPT, tu vois, ChatGPT n'arrive pas à se mettre à jour. Nous, en tout cas, on est sur le qui-vive. Nos équipes, trimestriellement, tous les tarifs évoluent. Donc, voilà, il faut être bien regarder ça. De fait, du coup, j'imagine que ça augmente énormément le manque à gagner, le fait de vendre, et du coup, ça augmente énormément l'intérêt d'avoir une batterie. Ouais, l'appétence pour la batterie et pour les solutions de stockage. Pour les solutions de pilotage. Donc ça, c'est vraiment très important, les EMS. Et nous, c'est comme ça qu'on se différencie aujourd'hui. EMS, Energy Management System, c'est le principe de savoir, en gros, c'est le petit logiciel qui va vous aider, qui va automatiquement dire si vous êtes, s'il faut consommer tout de suite, s'il faut revendre au réseau, s'il faut stocker dans une batterie, s'il faut... donc c'est ça qui va dire en fonction probablement là du maximal de... Peut-être que c'est des Energy Management Systems qui sont connectés à la météo pour savoir quand est-ce qu'il va faire beau, quand est-ce qu'il va faire pluie, savoir quand est-ce qu'il faut stocker, quand est-ce qu'il faut redistribuer dans le réseau, etc. Quoi, c'est ça. Ouais, je vois que tu es super bien informé. Donc, j'essaye de me tenir un peu au courant. Non, mais effectivement, c'est ce qui te permet de stocker et de redistribuer au bon moment. Tu as de plus en plus d'évolution dans ce système. Tu vois, nous, chaque trimestre, on est connecté à tous les fabricants pour choisir vraiment le matériel haut de gamme, mais effectivement, l'EMS, il va te permettre de gagner des points d'autoconsommation. Et, il va te permettre de dire exactement, tu vois, avec une interface hyper ergonomique, de pouvoir comprendre quelle est ta conso, quelle est ta production, comment tu vas pouvoir allouer une partie de cette production sur, justement, tu parlais de ton chauffe-eau tout à l'heure, ou la PAC, pour pouvoir maximiser la rentabilité de ton dispositif, à quel moment tu vas remplir ta batterie, et à quel moment tu vas revendre au réseau. Donc et effectivement, maintenant, tu as même la prise en compte, tu as de l'IA qui vient se mettre dans un certain nombre de ces EMS les plus avancés pour vraiment maximiser la rentabilité. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ces ajouts type EMS viennent augmenter ton autoconsommation qui pouvait être en moyenne entre 50 et 60%. Là, on arrive à des 80, 90, voire 95% avec le bon mix entre du stockage et de l'EMS. Ok. Bon, là, on a parlé beaucoup de valeurs relatives. Donc, qu'est-ce que ça vaut l'autoconsommation par rapport à l'achat, la batterie, etc. En termes absolus, ça coûte combien de s'installer une série de panneaux solaires et une batterie? Alors, évidemment, ça dépend de là où tu es, ça dépend de ta consommation électrique, on a dit, en fonction de ton foyer, de ton style de vie. Mais globalement, en gros, ce serait quoi le panier moyen? Là, on a dit pour une installation un peu maximale, donc les fameux 18 panneaux, 9 kW crête de puissance, avec une petite batterie de stockage, c'est quoi? Il faut compter combien en fait là-dessus? C'est une bonne question. Je vais plutôt m'orienter vers le 6 kW crête, donc 12 panneaux, 500 watts crête, qui est le classique. Qui est un peu le classique. Tu vas être aujourd'hui pour une installation. Alors, tout dépend évidemment du matériel que tu installes, en termes d'équipement, qu'il faut choisir aussi des équipements à la pointe du marché en termes de garantie, d'onduleurs et de batterie. Donc ça, c'est des sujets un peu techniques sur lesquels il faut bien se renseigner. Onduleur, c'est quoi? C'est l'outil qui permet de passer d'un courant continu en courant alternatif. C'est ça. Donc à la maison, on utilise du courant alternatif parce qu'il est sécurisant, c'est ça? C'est ça. Et les panneaux solaires, ils créent de l'énergie en courant continu parce que l'énergie solaire est continue. C'est ça. Gros. Et donc, donc après, tu as un onduleur centralisé qui se situe dans la maison, soit des micro-onduleurs qui se situent sous chaque panneau. Nous, on est plutôt des fans du micro-onduleur chez SolarRock parce qu'on pense que ça te permet d'avoir un meilleur monitoring en fait, de la production de chaque panneau et c'est plus sécurisant en fait, que cette transformation de courant se fasse pas dans la maison, mais sur le toit. Donc, effectivement, c'est ça. Une installation solaire complète, c'est un panneau solaire, des onduleurs et effectivement des coffrets et derrière la solution de stockage. Mais ta question, c'était, j'ai oublié. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Donc, sur un 6 kW crête, tu vois, avec un système de batterie, la batterie, justement, il y a différents dimensionnements de cycle de décharge et autres, mais tu vas être à peu près entre 15 et 20 000 euros hors taxe sur ce type de dispositif. Et selon ta consommation, c'est des dispositifs que tu vas pouvoir rentabiliser là aussi entre 6 à 12 ans selon tu te situes selon l'inclinaison de ta toiture,
selon la consommation, etc., etc. Et c'est tout l'enjeu, c'est de bien comprendre combien vous économisez et combien de temps vous mettez pour repayer cette installation. Sachant que ça dure 25 ans. Donc ça, quand on dit rentabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de quand ces 20 000 € qu'on a dépensés permettent de compenser tout ce qu'on aurait dépensé en électricité sans avoir les panneaux? Ouais, c'est une bonne question parce que souvent les gens confondent rentabilité avec ROI, avec TRI, et on voit que... Alors, ROI, c'est retour sur investissement. Rentabilité, c'est quand tu commences à faire des bénéfices avec ton installation. Et TRI, c'est le taux de rendement interne. Donc là, j'imagine que c'est un calcul un peu plus compliqué. Ouais, voilà, exactement. Et c'est assez similaire à l'immobilier. Donc, quand on dit... En général, les gens utilisent le mot rentabilité, à tort ou à raison, mais pour dire en combien de temps j'amortis mon coût de départ. Donc, amortir, ça veut dire que chaque année, grâce à ta centrale solaire que tu installes sur ton toit, tu vas auto-consommer, tu vas réduire aussi un montant de facture. Et chaque mois, année où tu réduis ta facture, tu repayes finalement l'investissement de CAPEX T0 que tu as payé. Donc, en général, ça met entre 6, 10, 12 ans, ça dépend de où tu te situes. Ce qui est important, c'est de dire que... Par ailleurs, il y a cette notion de TRI, taux de rendement interne, c'est à combien tu places cet argent. Donc, si tu places ces 15 000 €, donc pour revenir à l'exemple d'avant, 15 000 € que tu places à l'instant aujourd'hui, tu peux, avec le photovoltaïque, tu as des TRI qui vont de 10 à 15, voire 20% net d'impôt. Donc, c'est comme si tu plaçais 15 000 € aujourd'hui à 10% net d'impôt par an. Donc, ces 15 000 € te rapportent 10%. Tu vois. Donc, et en fait, parfois, les gens ont tendance à... Je n'ai pas très bien compris là ce dernier point. Comment là, c'est si tu les plaçais où? C'est le fait d'avoir. Là, je me place du point de vue des gens qui considèrent aussi le photovoltaïque comme un placement financier. Ouais. À savoir que, tu vois, aujourd'hui, quand tu places, je sais pas, 10 000 € dans de l'assurance vie, ça va te rapporter 1,5% par an. Ouais, ok. Voire un peu moins, je crois, dernièrement. Je sais pas. Sur un livret A, tu veux dire. Sur un livret A. 1,7. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu places 10 000 € qui, chaque année, te délivre 10 000 € fois 1,07%. Et après, tu mets à la puissance, puisque chaque année, tu vas le placer pendant 8 ans. C'est pareil avec le photovoltaïque. Tu places 15 000 € qui vont te délivrer un TRI, donc un rendement interne je te disais, entre 10 et 15%. Donc, pareil, sur une durée, pour le coup, très importante, puisque la durée de vie des panneaux et du matériel, c'est plus de 25 ans. Et donc ça aussi, c'est une manière de valoriser cet investissement-là. Et après, ce qui est très important de comprendre, c'est que pour revenir à cette logique d'amortissement, les gens se disent « Ah, mais 10 ans, c'est trop long pour amortir, etc. » Ça dépend de la trésorerie que tu as, parce que du coup, tu disais, vous avez un peu tout le monde dans votre base de clients, à la fois des gens qui sont plus aisés et qui investissent. Donc là, effectivement, c'est plutôt ça. À la fois des gens qui ont moins d'argent et qui, du coup, essayent de réduire leur facture à partir du mois 1. C'est ça. Comment est-ce qu'eux, ils sortent les 20 000 €? Ça, c'est une bonne question, mais ils peuvent le sortir de différentes manières. Il y a des solutions de prêt, d'abonnement. Nous, tu vois, aujourd'hui, on a aussi des solutions d'abonnement qui te permettent de faire correspondre la mensualité à l'économie d'énergie rendue possible par le photovoltaïque pour que tu sois cash flow neutre, comme on dit. Donc, tu as des solutions de prêt. Et puis après, ça veut dire que ton remboursement de prêt, il te coûte moins cher que le fait de ne pas acheter ton énergie, quoi. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ça fait partie des choses où on apporte du service, tu vois, à nos clients. Après, il y a les solutions de prêt. Et puis après, il y a la logique tout simplement d'investissement dans un actif intelligent, d'avenir, de rénovation énergétique qui consiste à ne pas continuer à subir en fait la hausse des prix, parce que tu vois, en général, nous on dit aussi aux gens dans quelle mesure vous êtes prêts à prendre le risque de voir les prix de l'électricité continuer à augmenter en moyenne de 4,5 par an sans rien faire, alors que vous avez une énergie bas carbone à disposition. Ouais, donc là, ça veut dire ce fameux taux de rendement, cette fameuse rentabilité, il faut aussi la calculer par rapport à une évolution du prix de l'énergie qui, absolument, a priori, il n'y a quand même pas de raison pour qu'elle baisse. Le pétrole reste quand même l'énergie majoritairement utilisée dans le monde. On sait qu'elle est finie. Globalement, a priori, il n'y a pas de raison pour que le prix de l'énergie globale dans le monde diminue, quoi.
Et qui plus est en France où, comme on disait tout à l'heure en début d'épisode, la France a, grâce à son parc nucléaire, a eu un prix au kilowattheure artificiellement bas. Et là, avec la fin du bouclier tarifaire, la suppression de l'Arenh et l'entretien du parc nucléaire qui coûte cher, tu vas avoir une augmentation attendue des prix. Donc effectivement, tu as raison. L'hypothèse clé quand vous vous installez en photovoltaïque, c'est que les prix de l'électricité vont continuer à augmenter. Depuis 2004, les prix en France, donc sur les 20 dernières années, les prix de l'électricité ont augmenté en moyenne de 4,4% par an. Donc tous les experts du marché de l'énergie s'alignent pour dire que c'est une hypothèse réaliste à minima pour les 15-20 prochaines années. Et surtout qu'augmenter de 4% par an, c'est pas du tout une croissance linéaire, c'est une croissance exponentielle du coup. Oui. C'est une croissance exponentielle d'ailleurs qui a eu des variations hyper fortes avec les derniers épisodes qui se sont passés ces dernières années, la guerre en Ukraine ou autre. Là, ça s'est stabilisé cette année, mais ça va repartir à partir de 2026. Mais effectivement, tu as raison, un investissement photovoltaïque réside aussi dans la croyance. Pour nous, c'est pas une croyance, c'est un fait. C'est scientifiquement prouvé que les prix de l'électricité vont augmenter. Voilà. Est-ce qu'il y a des coûts cachés dans l'investissement photovoltaïque? Je pense que tu vois, quand on parle de ces rendements, on parle pas forcément d'aléas climatiques, un coup de grêle sur ta toiture. On parle pas de problèmes potentiels. Tu vois, il peut y avoir ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres coûts de l'entretien dont on prend pas trop en compte là les informations? Alors il y a pas de coût caché, ou enfin en tout cas, tu vois, le principe d'un coût caché, c'est quand on te dit pas comment marche une installation. Donc les coûts, à prévoir dans une installation photovoltaïque. Alors de fait, un installateur doit légalement te proposer un contrat de maintenance. Un contrat de maintenance, c'est un check-up des panneaux, des onduleurs, qui est prévu dans ta prestation. Donc, quand on parlait des prix tout à l'heure, ça prévoit entre autres ce type de prestation. Après, si tu veux l'étendre dans la durée, c'est un peu plus cher. Et surtout, en fait, une grande partie de la maintenance des panneaux se fait par la pluie, tout simplement. Donc, et tu es assuré contre les intempéries, grêle et autres. Donc, le sujet de la maintenance, ça n'en est pas un véritablement. Le matériel, en fait, il dure 25 à 30 ans. Donc, quand on disait tout à l'heure, je sais pas, tu vas mettre 12 ans à repayer tes panneaux, il faut bien te dire que l'installation, elle dure 25 ans. Donc, ça veut dire qu'à partir de la 13e année, tu gagnes de l'argent. Gagner de l'argent, c'est-à-dire que tu ne rachètes plus du kilowattheure au réseau. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que les gens ont parfois tendance à sous-estimer. Donc, voilà, le matériel, il est sur 25-30 ans. Tu as parfois l'onduleur, par exemple, lui, n'est pas sur 25-30 ans, il est plutôt sur une durée de 15 ans. Donc tu peux, mais c'est comme tu vois un téléphone portable ou un ordinateur, c'est pas parce qu'il a il n'y a pas d'obsolescence programmée à partir de la 15e année, mais tu peux avoir une nécessité de changer ce matériel. Mais par exemple, ça, si tu fais le boulot avec l'installateur, tu verras que tu as des garanties pièces main-d'œuvre qui te permettent de subvenir à ce type de... Et ça militerait plutôt pour avoir un onduleur unique plutôt que 6 onduleurs à changer sous 6 panneaux différents. Ça fait partie effectivement des arguments en faveur de l'onduleur unique qui coûte moins cher et qui se situe au niveau d'un local. Après, la contrepartie de ça, c'est que tu pilotes beaucoup moins bien la performance de tes panneaux, c'est un peu moins sécurisé. Et puis de manière générale, les garanties des installateurs en fait sont les mêmes pour la main d'œuvre, que ce soit dans ton local ou sur la toiture. Donc c'est pas trop un sujet, à vrai dire. J'aimerais qu'on parle un peu de l'impact pour la transition écologique de ces fameux panneaux, puisque c'est quand même un sujet qui fait bien débat. On nous dit à la fois c'est bien, c'est une électricité qui est pas chère, qui est a priori parmi les moins chères, avec le nucléaire et avec l'hydroélectricité et l'éolien, bien sûr. Est-ce que cette électricité qui est pas chère, elle est vraiment, enfin, quel est l'impact de la production des panneaux? C'est souvent ce qu'on reproche au solaire photovoltaïque, qui est, ce sont des panneaux qui sont produits en Chine, qui parfois dont la qualité n'est pas forcément bien contrôlée. Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de
navigation. Ouais, vaste sujet, hyper intéressant. Je regardais avant de venir les chiffres à jour, tu vois, pour pas dire de bêtises. Donc, tu vois, une installation résidentielle de 6 kW crête, ça t'évite à peu près 2 tonnes de CO2 par an. Donc, selon l'ADEME, tu vois, le coût carbone moyen d'un panneau, c'est entre 40 à 60 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Là où une électricité issue du charbon, c'est 600, 1000. Plus de 900, je crois. Ouais. Et le gaz, c'est 400. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est 400 le gaz, 600 le pétrole et 1000 le charbon. C'est ça. Comme ça. Donc, tu vois, le solaire, c'est là où il y a le bilan de carbone le plus faible du mix français hors hydraulique. Hors hydraulique. Oui, t'as raison. Nucléaire est aussi, pour le coup, très bon. Ouais. Et je regardais, nous, chez SolarRock, tu vois, on a installé à peu près 1,5 MW crête de puissance solaire. Donc, ça équivaut à peu près 70 tonnes de CO2 par an évitées. Donc c'est par rapport à une installation gaz, du coup, c'est ça? Par rapport à... Ah oui, tu veux dire... si tu dis 70 tonnes de CO2 évitées, c'est par rapport à quelque chose. En fait, ça équivaut à une consommation électrique de à peu près 500 foyers. Donc, effectivement, c'est par rapport... Dans l'hypothèse, c'est par rapport au gaz ou, tu vois, à une installation qui aurait ce type d'émissions fossiles. Ou par rapport au foyer moyen ou un truc comme ça. Je ne saurais pas te dire exactement l'hypothèse de comment on transfère 1,5 MW crête sans 70 tonnes de CO2. Est-ce que c'est parce qu'on estime que c'est sur ces 250 installations qu'on a réalisées, c'est en fait, tu vois, le proxy pour comparer, est-ce que c'est le foyer moyen ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est le foyer moyen ou est-ce que c'est l'alternative énergétique qui serait le gaz, quoi. Qui serait le gaz, ouais, exactement. Mais c'est un bon point. Et tu as raison de me le dire, j'essaierai d'être plus précis à l'avenir. Mais donc, effectivement, tu vois, les chiffres le montrent, c'est que les panneaux, aujourd'hui, ils remboursent leur empreinte carbone entre 2 à 3 ans, tu vois, d'utilisation. Et tu as 95% des matériaux qui sont recyclables. Tu parlais du sujet de, finalement, les cellules souches de ces produits, elles viennent tous du même endroit. La Chine, on va pas se leurrer. Après, tu as aussi un type de fabricant. Tu vois, nous, on travaille par exemple avec Dualsun, opérateur, enfin, en tout cas, marque de panneaux solaires française qui assemble en France, qui a une partie de sa ligne de production en France sur un certain type de panneaux, l'autre produite pour le coup en Chine, mais qui obéit à, tu vois, à un contrôle de qualité en fait sur place très important pour pouvoir s'assurer quand même. Tu parlais de la qualité, donc de s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc, il y a quand même, tu vois, un sujet sur le type de matériel qu'on installe. Donc, ça, c'est pour les panneaux. Et puis après, pour les EMS et onduleurs, pour le coup, nous, on installe du matériel européen ou américain. Donc, on essaye d'être assez consciencieux sur ça. Et voilà. Ok. Le rendement d'un panneau solaire, il a beaucoup changé depuis quelques années. Quand j'enregistrais avec Damien il y a 2 ans, on parlait d'un rendement de 22-23%. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'en gros, le panneau va recevoir 100% d'une énergie qui est l'énergie solaire et il va être capable de restituer 23% de cette énergie en électricité. Donc son rendement, ça va être 23% parce qu'il y a 23% de ce qu'il reçoit qu'il est capable de transformer en électricité. Aujourd'hui, est-ce qu'on a augmenté ça ? En fait, la beauté de se lancer sur cette industrie aujourd'hui, c'est que la technologie, elle est très mature. Donc non, les rendements, ils ont... Alors à la marge, tu vois, tu es entre 21 et 24 selon le type de matériau, mais globalement, on est resté sur ces mêmes rendements-là. Et aujourd'hui, tu vois, les fabricants de panneaux solaires, ils s'engagent même sur tu vois, des garanties linéaires de production à 20 ans jusqu'à, 87-88% de ta production, de sorte que quand tu achètes une installation solaire sur 25 ans, tu t'es garanti à 25 ans d'avoir au moins 87% de capacité de rendement, tu vois. Donc non, la technologie est très... Tu vois, et souvent, on nous pose la question...
mais j'attends l'innovation. Mais en fait, c'est pour ça que nos amis chinois se sont mis à 100% dessus. C'est qu'en fait, la technologie, elle est arrivée à maturité. Maintenant, le sujet, il est sur le déploiement. Il est plus tant que ça sur la technologie. Il y a ces histoires de tuiles solaires ou autres, mais qui coûtent ouais, il y a les tuiles solaires. On parle beaucoup de cellules photovoltaïques biologiques. J'avais vu ça il y a 2-3 ans quand je me renseignais sur le sujet. Je ne sais pas si c'est encore actif, mais du coup, avec des taux de rendement qui montaient à 60-70%. Alors là, franchement, il y a tellement de désinformations sur ce sujet. Moi, je ne m'avancerai pas sur ça. Ça ressemble à des articles de presse scientifique, de magazines scientifiques, de voitures volantes et d'énergie infinie. Quoi. Je te dirais, invite mes 2 associés ingénieurs qui seront beaucoup plus pointus que moi pour y répondre. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la rumeur, qu'est-ce qui est véridique là-dedans. Ce qui compte aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est comment on déploie en fait cette énergie-là qui est disponible, peu cher, locale et qui peut vraiment amener énormément d'impact dans la transition écologique. Quoi. Je suis assez convaincu sur le fait que le solaire est quand même un élément constitutif d'une meilleure empreinte énergétique, au moins au niveau français, et que on parle beaucoup du fait que ce soit une énergie qui soit moins pilotable que le nucléaire, et donc que c'est plus dangereux pour la sécurité énergétique, etc. Maintenant, il faut les deux. Je pense que le solaire permet aussi de soulager le réseau dans des périodes de grosse utilisation, et notamment le solaire individuel, puisque du coup, tu décentralises une partie de la production, donc tu soulages quand même beaucoup le réseau. Est-ce qu'il y a d'autres points pour lesquels, à ton avis, le solaire résidentiel peut être du coup en plus, tu vois, d'un investissement? Et j'aime bien qu'on parle du côté investissement financier, parce que je pense que c'est aussi un des points clés pour lesquels les gens peuvent passer à l'action, et même surtout. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui permettent de rentrer dans la balance, ou quelqu'un qui se décide et qui pourrait se dire « Ah, je pourrais avoir ces 20 000 euros là, mais est-ce que vraiment c'est installation de panneaux solaires qu'il faut que je fasse, ou est-ce que c'est investir dans une assurance vie responsable en ligne avec les accords de Paris ?» tu vois. C'est une bonne question que tu poses. En gros, la question que tu me poses, c'est quelles seraient les motivations pour passer au solaire aujourd'hui? Ouais, si tu as besoin de motivation qui soit au-delà des motivations financières. Oui, bien sûr. Donc, tu as raison, il y a un sujet qui est quand même l'autonomie énergétique. Ouais. Le fait, tu vois, de créer en fait sa souveraineté énergétique, c'est un gros sujet. Nous, on le voit chez beaucoup de nos clients qui ont envie de produire leur propre énergie, alors, ils veulent être indépendants du réseau, mais on n'est jamais véritablement indépendant du réseau. En tout cas, ils veulent pouvoir se prémunir à des coupures de réseau. Donc, tu as des options aujourd'hui avec les batteries qui te permettent de pouvoir supporter des coupures importantes. Donc, il y a ce sujet-là d'autonomie et de souveraineté énergétique qui est important. Chacun y trouvera la motivation qu'il souhaite. On voit de tout. Entre des gens très survivalistes et des gens qui ont une vision très ultra-locale, décentralisée, où ils souhaitent et ils pensent, à juste titre, en tout cas, de créer de la résilience sur le réseau global. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a des gens qui vont pour l'impact vraiment environnemental, donc la décarbonation du mix. Et c'est pas vrai que les gens qui s'installent en photovoltaïque vont détruire le nucléaire français. Au contraire, on en parlait tout à l'heure, ce sont des énergies complémentaires. Et en fait, le photovoltaïque, justement, lorsqu'on y ajoute des capacités de pilotage et de stockage, ça nous permet de mieux en fait, répartir la charge. Et tu vois, aujourd'hui, le gouvernement français va dans ce sens-là, puisqu'il vient de baisser la TVA sur les installations pour les panneaux dits bas carbone et les dispositifs qui intègrent de l'EMS, tout ce dont on parlait tout à l'heure. Okay. Donc si je reprends elle est à combien maintenant du coup? À 5,5% okay, d'accord. Pour les installations qui comprendraient des panneaux dits bas carbone, alors qui obéissent à un cahier des charges assez particulier, mais en se tournant vers un installateur comme SolarRock, vous aurez assez vite compréhension de ça. Et lorsque tu mets un EMS. Donc, si je reprends les motivations, donc il y a ce sujet d'autonomie énergétique, il y a un sujet environnemental, et puis après, là je le mets en troisième, mais c'est souvent la première raison, c'est vraiment la réduction de la facture, parce que tu vois, aujourd'hui,
la réalité dans le pouvoir d'achat des Français, c'est que tu vois tes factures augmenter et les gens ont un prisme différent, tu vois. Il y a des gens pour qui subir la facture tous les jours, il y a urgence à investir. Donc nous, on voit vraiment des gens qui veulent, tu vois, qui nous appellent en 3 semaines, ils veulent être installés, quoi. Et tu le vois de manière instantanée dès que les prix de l'électricité ils augmentent. Enfin, tu vois vraiment le téléphone qui sonne. Et après, tu as ces gens qui sont plus dans une logique, on va dire, de valorisation de leur patrimoine une maison prend de la valeur quand tu lui mets des panneaux. Ouais, absolument. Ça augmente le à peu près DPE. À peu près du niveau de l'investissement ou... Tu peux gagner d'une classe et tu augmentes ton DPE de 3-4%. C'est aussi des sujets. Enfin, tu vois, aujourd'hui, souvent, il y a des gens qui disent mais je vais pas investir parce que je déménage. Évidemment, si tu déménages dans 2 ans, je te dirais n'investis pas dans le solaire, prépare ton déménagement. Mais si tu as un horizon temporel qui est, tu vois, entre 5 et 10 ans, c'est tout à fait intéressant quand même d'investir dans le photovoltaïque. Après, tu peux faire même une opération blanche. Imagine, tu es propriétaire de ta maison. Tu installes du coup un système, tu payes 15 000 € pour ce système, un peu plus du coup avec les 5,5% de TVA, mais je pensais que c'était 20, donc effectivement c'est quand même un peu plus avantageux. Et finalement, peut-être que ta maison, 3 ans plus tard, tu auras fait un peu d'autoconsommation, donc tu auras dépensé un peu moins d'électricité, et derrière tu auras revendu ta maison avec un premium du montant de l'installation que tu as faite, donc les fameux 15 000 €. Donc finalement, puis tu peux céder de contrat, c'est ça qui est hyper intéressant. Et tu cèdes le contrat. Tu vois, vous appelez votre agent immobilier, votre notaire, vous verrez que ça se cède hyper facilement. Nous, on voit même là des gens qu'on a installés, et tu vois, on n'a que 2 ans d'existence, et en fait, qui cèdent le contrat. Donc ça, c'est pas... Et ils valorisent. Donc il faut vraiment que tu vois ça comme d'ailleurs, quand on te fait une étude de productible, tu as un tableau de trésorerie où tu vois vraiment année 1, combien tu autoconsommes, quelle est ta réduction de facture, quelle est la revente annuelle que tu fais. Et du coup, tu vois vraiment la courbe, en fait. Et donc, effectivement, comme tu disais, au bout de 4-5 ans, même si tu n'as pas encore repayé entièrement ton installation, en fait, tu peux valoriser en fait, le CAPEX qui a été repayé auprès de la personne qui va racheter le bien. Voilà. Donc, et de manière générale, si tu veux, il y a un sujet aussi où nous, on voit la première génération de gens qui se sont installés au photovoltaïque. Et on voit que c'est des gens qui ont... alors, il y a eu des gens déçus du solaire, faut pas dire le contraire. Enfin, tu vois, il y a eu des gens qui se sont fait un peu berner parce qu'ils ont été mal installés et autres. Donc, tu as plein de gens qui nous appellent pour faire de la maintenance. Mais tu as aussi des gens qui se disent c'est le meilleur investissement que j'ai fait il y a 10 ans, quoi. Et c'est assez exceptionnel de voir en fait ce marché de niche. Et nous, notre objectif chez Solarock, c'est aussi de dire pourquoi c'est un marché de niche aujourd'hui, là où ça devrait être un must-have, quoi. Ouais. Très bonne réflexion. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour pas se faire arnaquer s'il y a une bonne partie, enfin, il y a quand même, moi, je vois des gens qui effectivement m'ont dit, non, mauvais investissement de solaire, c'est vraiment une connerie. Est-ce que c'est lié effectivement à une mauvaise installation, à d'autres points, peut-être un installateur qui a été un peu trop coulant et qui leur dit si ça va être une bonne idée mais qui n'a pas vraiment fait ses analyses. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ça et à côté de ça, en fait, on n'a même pas parlé, mais c'est un marché qui est très très fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tout petits installateurs, mais que du coup très difficile de faire la part des choses, d'aller regarder qui est le bon installateur pour soi, de comparer des devis. Il n'y a pas d'acteur de référence, de confiance qui permet d'avoir une sorte de point de comparaison global, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Et nous, c'est dans la genèse et l'ADN même de Solarock, tu vois, de mettre fin en fait à cette absence de standard de transparence et d'aider les gens à faire un choix viable. Il y a plusieurs, tu vois, tu as plusieurs techniques pour ne pas te faire berner. Surtout à l'ère du digital en 2025. Déjà, comprendre quelle est la société à laquelle vous avez affaire. Est-ce qu'il y a un SIRET, il y a des clients. Est-ce qu'il y a des clients auxquels vous pouvez... un portefeuille de clients avec qui vous pouvez vous mettre en relation. Est-ce qu'il y a une vraie... méfiez-vous de tous les installateurs qui vous font des études à distance qui ne sont pas basées sur vos données réelles. Donc nous, chez Solarock, par exemple, on fait une vraie étude de productible où on vient directement, tu vois, grâce à ta facture, récupérer tes données PRM de ton point de livraison
capter vraiment tes courbes de PRM, charge. du coup, c'est votre compteur Linky qui va dire vous consommez tant à peu près par jour avec des données de charge en fonction des heures de la journée qui vont être de temps ou temps, etc. quoi. Absolument. Donc, on récupère tes données réelles. On a des logiciels de dimensionnement, tu vois, en 3D, on voit ta maison. On est capable de exactement dire, en fonction de cette inclinaison, quel va être le rendement et la puissance de ton installation, et du coup de te rendre une vraie étude. Et surtout, on vient faire une visite technique. Ça, c'est le gros enjeu aussi. Une étude de rentabilité, j'imagine. Une étude quand je dis étude de productivité, ça veut dire étude de rentabilité, mais qui est basée donc sur des données théoriques qu'on récupère dans notre découverte avec toi, mais aussi on vient chez toi. Donc on vient chez toi, contrôler la toiture, l'infraélectrique, comprendre, tu vois, quel va être le passage de câble, etc. Et on va du coup te faire parce que tout l'enjeu aussi dans cette industrie, c'est l'installation, la qualité de l'installation. Nous, c'est comme ça qu'on est né aussi chez Solarrock, c'est qu'on a vu le marché, tu disais, était très fragmenté. Il y a des gens qui font que de la vente, d'autres qui font que l'install, et il n'y a personne qui est verticalement intégré. Nous, on fait les deux. Et on pense que ça, typiquement, c'est un gage de sécurité, parce que tu sais que la même personne, le bureau d'études qui te fait l'étude, le technicien qui vient de faire la visite technique et les installateurs derrière qui vont installer, c'est la même équipe. Et tout ça, ça va. Donc, tu vois, en réponse à ta question, pour ne pas se faire arnaquer, il faut s'assurer que donc, les process, je veux dire, et l'étude est viable et basée sur des données réelles et ils sont venus chez vous, que l'installateur il a des certifications RGE, QualiPV, même si c'est pas suffisant, tu vois. Et surtout, réfère-toi au devis final, quoi, tu vois. Nous, on a par exemple un outil, tu vois, parce que le particulier qu'on va voir aujourd'hui, il a 5-6 devis. Le matériel, pour lui, est devenu une commodité. C'est pas une commodité, le matériel. On pense au contraire, on en a parlé tout à l'heure, le stockage et autres, c'est hyper important pour rentabiliser ton dispositif. Donc nous, on leur dit, on vous aide à décortiquer les devis, tu vois. En fait, tu te rends compte que c'est bourré de petites, de petites subtilités où on met pas les bonnes garanties, on met des onduleurs, on t'en met un tous les 2 panneaux. Donc, tu vois, il faut un petit peu de précision et il faut essayer de comprendre le devis. Et normalement, le digital et Internet t'aident. Tu as des acteurs de référence. Nous, on espère en être un petit à petit. Il y a d'autres belles boîtes aussi. On n'est pas les seuls. Mais voilà, c'est pas mal de sujets. C'est comme quand tu refais ton appartement, je veux dire, tu vas faire venir, fais pas venir qu'une société, fais-en venir 3, compare les devis, demande à parler à quelqu'un qui s'est fait installer. Et voilà, prends pas de décision hâtive, tu vois. Moi, je suis toujours surpris par les gens qui me disent ça marche pas, c'est de la merde, parce que plus quand je creuse, parce que j'ai des copains qui me disent ça, maintenant que je suis dans le photovoltaïque depuis 2 ans, tu vois, je me donne à cœur joie de les challenger, et il y a toujours un loup, quoi. Parce que moi, sur les 250 clients qu'on a installés chez Solarrock, j'en connais pas un qui dit ça marche pas, c'est pas fiable et c'est nul. Tous les 250 clients qu'on a installés, ils nous rappellent pour mettre plus de panneaux et mettre des batteries, tu vois. Donc, il y a quand même une... Et ça, tu vois, ça pourrait être un propos commercial. C'est la réalité de ce que je vis, moi, en tant qu'un des dirigeants de la boîte, tu vois. Donc, je me dis, waouh, on a du taf et tant mieux, tu vois. Mais surtout, il faut qu'on rassure les gens sur le fait que c'est une technologie qui marche et que c'est rentable, mais que vous devez bien vous faire accompagner, quoi. Pourquoi est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus? Pourquoi est-ce que ce marché il est aussi fragmenté? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des très gros là-dessus, des NJ qui auraient pu se poser sur ce genre d'action? Pourquoi est-ce que c'est un marché qui est aussi fragmenté, un peu comme le bâtiment et comme le BTP, il n'y a pas de très très gros acteurs pour les particuliers, quoi. Ouais, mais c'est pareil là, tu vois, c'est la deuxième jeunesse de pourquoi on fait Solarrock et pourquoi on le fait sous le modèle, peut-être qu'on en parlera notamment de la franchise. C'est que le marché il est hyper fragmenté. Tu as les opérateurs classiques, Total, Engie & Co, tu vois, qui ont quand même 20-25% de la part de marché, mais qui sous-traitent toute l'installation. Et donc, tu te retrouves avec des prix mais démesurés. Tu vois, on parlait du 6 kW crête tout à l'heure, avec une batterie, on disait entre 15 et 20 € hors taxe. Tu vas avoir Engie Total pour le même dispositif, à matériel équivalent, et 20-25% au-dessus du marché. Pourquoi ? Parce que c'est des business units qui ne sont pas prioritaires pour eux, qui font de la sous-traitance, qui globalement se concentrent pas sur ce type d'activité. Et donc, après, tu as 5 à 6 000 petites entreprises en France qui font de l'installation photovoltaïque. Ça va du petit artisan
qui va par opportunisme à des super boîtes, tu vois, on a rencontrées chez SolarRock, qui sont à taille humaine, et pour certains d'entre eux font un peu de sous-traitance, l'installent, vendent ou autre, mais sont très mal outillés, ont peu de process, et du coup, si tu veux, sont aussi dans une logique où ils peuvent pas malheureusement donner du service, tu vois. Et après, tu as tout ce qui est les marketplaces, quoi. Donc les générateurs les gens qui vendent, les comparateurs de devis, comparateurs qui font pas du mauvais boulot forcément, mais enfin c'est ceux qui ubérisent un petit peu la profession, et qui la plupart du temps du coup se basent sur des données un peu génériques plutôt que des gens qui viennent te voir, quoi. Alors pour certains d'entre eux, ils sont quand même outillés, ils ont des process et autres. Mais donc dans tout ça, t'as personne qui est verticalement intégré. Ah, t'en as évidemment, mais nous SolarRock, tu vois, l'enjeu c'est vraiment d'aller on va dire couvrir toute la chaîne de valeur et de prendre le meilleur des deux mondes, tu vois. Le monde de la tech avec des marques fortes, des process, et le monde de la PME rentable, et de réconcilier ça avec le modèle de franchise qui est celui sur lequel on est en train de se déployer en ce moment. Ok, intéressant. Pourquoi avoir choisi un modèle de franchise ? Je pense qu'on va essayer de boucler ça, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute, et j'ai envie que vous restiez jusqu'au bout. Mais c'est intéressant parce que du coup, a priori, ce modèle de franchise, c'est un modèle qui à la fois vous permet de bénéficier tu disais du coup d'outils technologiques qui permet vraiment d'analyser, de faire le suivi de charge, de tout ce logiciel de gestion de MS. À côté de ça, du coup, ça vous permet aussi de décentraliser et d'être proche des gens chez qui vous installez. Est-ce que ça comporte des dangers, le fait d'avoir des franchisés? Au bout d'un moment, si vous en avez 50, 100, est-ce qu'on est toujours en mesure de les contrôler autant que quand on en a 2, 3 ? Comment est-ce que vous allez gérer ça ? Ouais, c'est une très très bonne question. Donc les avantages qu'on voit à la franchise pour ce marché, c'est que c'est un modèle captif, de proximité, ultra local, qui est ce que veulent les gens. Aujourd'hui, ils veulent que tu es un chef d'entreprise local qui rayonne sur le territoire, qui connaisse le territoire, et qui soit capable de vite rencontrer les gens lors des visites techniques et de leur faire des études personnalisées, en même temps que on veut rester des petites entreprises à taille humaine. Donc les franchisés, ils auront 1 à 2 équipes de pause, tu vois, ils seront vraiment avec leur entrepôt, etc. Donc on pense que ça a un vrai avantage, tu vois, pour pouvoir se développer vite en ayant la main mise sur tes forces d'installation, une proximité et une capacité, grâce à une tête centrale, qui est ce qu'on chez SolarRock qu'on crée, qu'on leur donne accès à des services, donc de centrales d'achat, de produits, de CRM, qui vont les rendre plus rentables. Parce que le gros sujet sur le photovoltaïque, c'est que tu as eu beaucoup d'entreprises qui se sont créées, mais tu en as très peu qui sont rentables. Et donc, tu as des entreprises qui émergent d'un coup, comme ça, en 3-4 ans, et puis ensuite, qui, du coup, comme elles n'ont pas variabilisé leurs coûts, tu vois, explosent en plein vol. Donc ça, c'est le premier point. Après, nous, les gros enjeux, et effectivement, les choses dont on va être très regardant, c'est, donc si tu veux, ces franchisés, ils vont avoir accès à une marque, la marque SolarRock, et des services, donc, comme je disais, centrale d'achat, CRM et autres, pour être plus rentable et adressé au mieux. Après, les enjeux, là on est au début, on va lancer nos premiers franchisés là, ce trimestre. Les enjeux, ça va être comme toujours avec la franchise, c'est arriver à scaler et à préserver la qualité. Donc là, c'est tout l'enjeu d'avoir, tu vois, un centre de formation interne, des contrats cadres qui permettent vraiment de superviser la qualité at scale. C'est pour ça que tu vois, on va avoir des animateurs réseau qui vont être là. Donc on réinvente rien, tu vois, la franchise, ça imprègne tout le tissu de PME française. Simplement, nous, on va lui donner une approche un peu plus tech IA, donc on fait de la franchise BTP, quoi. Et surtout, nous, c'est basé pas sur rien, c'est basé sur nos agences internes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, SolarRock, on a nos propres agences d'installation. On connaît le métier, tu vois. On a fait plus de 200 installations, j'en parlais. Et on a prouvé qu'on arrivait à pouvoir développer, enfin à pouvoir être rentable, et on veut préserver ce modèle-là avec les franchisés. Ouais. Comment est-ce que tu vois, pour conclure cet épisode, le scénario un peu idéal dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que du coup tu te bases sur ce qu'on voit chez les voisins? Est-ce que tu imagines un truc? C'est quoi ton scénario un peu idéaliste d'entrepreneur du coup là-dessus? Ouais, c'est marrant que tu poses cette question, parce que quand tu bosses comme un fou, comme la tête dans le guidon. nous, à la tête dans le guidon, tu travailles toujours pour ce scénario où tu as envie d'avoir de l'impact. Sur ton podcast, tu reçois beaucoup de gens qui veulent avoir de l'impact.
Moi, tu vois, avant SolarRock, j'étais un des premiers employés de Lime dans la mobilité électrique. Donc, j'ai lancé Lime. Concurrent de Uber, du coup, pour ceux qui ne savent pas. Sur une partie de leurs activités. Sur une partie de l'activité, ouais, effectivement. Sur les vélos, les trottinettes, sur les vélos etc. et les trottinettes. Ouais. Donc, bon, sujet aussi parfois un peu conflictuel, mais en tout cas, vrai service apporté dans les villes. Et effectivement, moi, ce qui était incroyable, c'est la vitesse d'exécution. Alors après, on a eu des externalités négatives qu'on a cherché à réguler, mais en tout cas, c'est l'impact qu'on a eu en s'imposant comme un moyen de transport plébiscité par, tu vois, les citoyens d'une ville, et de voir comment tu changes à tout jamais l'environnement de la ville. Moi, c'était exceptionnel puisque je lançais les villes au démarrage. Tu vois, j'ai lancé Paris, j'ai lancé Lisbonne, j'ai lancé Bruxelles, et tu vois comment d'un coup tu changes les usages. Et ça a un poids très fort. Donc, par analogie, ce qu'on a envie de faire chez SolarRock avec mes associés, c'est que nous, on voit on croit vraiment très fort à cette technologie. On est pro-ENR, évidemment, pro-photovoltaïque. On va chez nos voisins européens, on se dit, mais c'est une évidence là-bas. Et on n'a qu'une envie, c'est de voir cette technologie, tu vois, irriguer les foyers français. Donc, la vision du succès pour nous, c'est de passer, tu vois, d'un taux de... Si je suis monocentré SolarRock, j'ai envie d'être le leader du photovoltaïque résidentiel d'ici 2030 et équiper plus de 150 000 foyers. Si je suis industrie centrée, l'objectif, c'est de voir une décarbonation dans le mix de plus en plus importante, et surtout de montrer que c'est une réalité, quoi, aux Français. Et humblement contribuer à ça en développant SolarRock qui a de beaux jours devant lui. Ouais. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Benjamin d'être passé dans The Big Shift pour nous expliquer tout ça. J'ai appris plein de trucs. J'espère que vous aussi. Et si vous êtes encore là, vous faites clairement partie de nos auditeurs préférés après 1 heure d'épisode. Donc profitez-en en fait pour nous envoyer des petits messages, surtout pour mettre un commentaire sur l'épisode, pour mettre un like, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous êtes presque la moitié à écouter le podcast régulièrement sans vous abonner. Donc là, c'est vraiment le moment, si vous êtes encore ici, pour vous abonner et pour nous laisser des petites étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao. Salut Benjamin. Merci, salut.